Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Alors, on doit continuer notre deuxième séance du module Introduction à l'économie. Alors, comme on a déjà signalé dans la séance précédente que l'économie au total est considérée comme une science des choix, c'est-à-dire qu'elle étudie la façon dont s'effectuent les choix des agents économiques, et la définition précise aussi que les choix se font d'une manière optimale, ce qui signifie que les agents économiques font des calculs afin d'obtenir le maximum de satisfaction pour le minimum d'efforts ou le minimum de ressources utilisées. Les agents économiques sont donc des êtres de calcul, des êtres rationnels. Donc, on doit se focaliser ensuite sur l'objet de l'économie, ou autrement dit, à quoi sert l'économie. Pour préciser l'objet de la science économique, nous allons tout d'abord présenter quelques définitions qui peuvent nous permettre de sortir du contexte restreint de la science des choix pour tenir compte de la société et des institutions. Particulièrement, on va citer les définitions de Malin-Vogt et celles de Samuelson. Alors, dans son ouvrage « Leçons de la théorie microéconomique », Malin-Vogt a défini l'économie comme une science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Il s'intéresse d'une part aux opérations essentielles, que ce soit la production, la distribution et la consommation des biens, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Et si nous décomposons cette définition en mots-clefs, nous pouvons en dire que l'objet de l'économie tourne autour des notions suivantes: les besoins, les ressources, les hommes vivant en société, ainsi que les opérations et les institutions. Samuelson, de sa part, définit l'économie comme la façon dont l'homme et la société choisissent, avec ou sans recours à la monnaie, d'employer des ressources productives rares qui sont susceptibles d'emplois alternatifs pour produire divers biens et les distribuer en vue de la consommation présente au futur, les différents individus de groupe qui constituent la société. Donc, à travers cette institution, on peut dire que l'objet de la science économique étant la recherche de solutions efficaces aux problèmes que produire, comment produire et pourquoi produire. Alors, cette problématique du que, comment et pour qui produire, qui est commune à toutes les sociétés, ramène l'activité économique à trois actes fondamentaux: la production, la consommation et la répartition. En ce qui concerne la production, on peut dire qu'elle est considérée par la science économique comme l'acte fondamental de l'activité économique. Elle est à la base de tous les biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins. Pour produire, il faut combiner les ressources économiques input pour obtenir les biens économiques output. Et les facteurs de production peuvent être classés en trois catégories principales qui sont les ressources naturelles, facteurs travail et facteurs capital. La combinaison de ces facteurs dépend du degré d'efficacité de la production. Et grâce notamment à des facteurs de production, travail et le capital, qu'ils sont utilisés à des proportions variables, les unités de production créent de nouvelles richesses dans l'économie. Partant de ce constat, on peut dire que la production apparaît d'abord comme le résultat d'un travail fourni par l'homme. En revanche, tout travail ne conduit pas à une production. Au titre d'exemple, la mère de famille qui fait le ménage ou le père de famille qui fait la vaisselle ne réalise pas une production. De même, une personne cultivant un jardin potager pour sa propre consommation ne produit pas au sens économique. Alors, deux éléments distincts permettent de définir la production. Il faut que les biens produits s'échangent sur un marché ou alors que ceci soit le résultat d'un travail rémunéré. Alors, la culture d'un jardin potager qui ne conduit pas à une production lorsqu'il est destiné à usage personnel, c'est-à-dire autoconsommation, en devient une lorsque les produits sont vendus.
Les travaux réalisés chez soi, ménage, cuisine, bricolage, etc., ne sont pas considérés comme une production, mais ils le deviennent lorsqu'ils sont effectués chez quelqu'un d'autre, en étant rémunérés. Exemple de la femme de ménage qui travaille chez autrui. Le travail domestique, c'est-à-dire réalisé chez soi, n'est donc pas productif. Plus généralement, tout travail gratuit ou bénévole ne peut contribuer à une activité productive. Dans cette même veine, la science économique distingue 4 types de production. Dans le premier type, on trouve la production marchande, qui est la production des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. On a aussi la production non marchande, qui sont un ensemble de services gratuits ou quasi gratuits réalisés avec des facteurs de production obtenus sur le marché. Au titre d'exemple, on trouve les services d'enseignement de l'éducation nationale qui sont une production car ils sont réalisés à l'aide des salariés rémunérés. De façon plus générale, les administrations produisent des services non marchands. Et on a aussi l'autoconsommation qui est une production pour usage final propre. Il s'agit notamment des biens ou services qu'une unité institutionnelle produit et conserve pour sa consommation finale ou sa formation brute de capital fixe. Au titre d'exemple, on a la production agricole autoconsommée. Aussi, on trouve la production de services de logement réalisés par les ménages qui occupent le logement dont ils sont propriétaires. Et enfin, on a la production financière. Il s'agit des services produits par les banques ou les institutions financières et qui sont très diverses. Certains sont gratuits, comme l'utilisation des chèques, et ne correspondent pas à une production mesurée. D'autres sont payés, comme la carte bancaire, virement. Les prix et les commissions permettent de mesurer la production. Après la présentation de différents types de la production, une question fondamentale qui se pose dès lors, c'est que produire? C'est-à-dire, quels biens et quels services faut-il produire et en quelle quantité? Combien d'universités faut-il bâtir? Combien d'hôtels faut-il construire? Vaut-il mieux disposer d'universités libres ou étatiques? Combien doit-on construire d'hôtels 5 étoiles, par exemple? Alors, la réponse à ces diverses questions dépend des besoins des individus et de la collectivité. A-t-on besoin plus d'universités ou d'hôtels? Ou doit-on choisir à la fois les universités pour un besoin d'éducation et les hôtels pour un besoin de loisirs? Pour un besoin de loisirs, bien sûr, à l'échelle individuelle et un besoin en devises à l'échelle de la collectivité. Par conséquent, il faut faire un choix des biens et des services qui doivent être produits pour satisfaire les besoins des individus et de la collectivité. Cette question renvoie à la notion de besoins et des biens qui satisfont ces besoins. Avant de développer la notion de besoin, il convient de rappeler que l'économie ne s'interroge pas sur la production des besoins qui sont considérés comme des données. Elle s'intéresse uniquement à la manière de les satisfaire. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin est une sensation d'insatisfaction qui ne peut être effacée qu'au prix d'un effort. Ainsi, les besoins peuvent être physiologiques et sociaux. Physiologique, c'est-à-dire besoin de manger, de boire, s'habiller, etc. Et social, au titre d'exemple, manger dans un restaurant réputé. Les besoins peuvent être satisfaits par des biens matériels ou immatériels, c'est-à-dire les services, voire même des valeurs spirituelles. Dans ce dernier cas, l'analyse économique étant difficile à cerner puisque la satisfaction de tels besoins n'est pas directement produite par des activités économiques particulières. Du surcroît, les besoins présentent deux caractéristiques fondamentales. La première est liée à la satiété. Dans ce cas, l'intensité d'un besoin diminue au fur et à mesure qu'il est satisfait. Au-delà d'une certaine satisfaction, le besoin est saturé. Il peut même donner à une désutilité.
Ceci renvoie au principe néoclassique de l'utilité marginale décroissante. L'utilité marginale d'un bien indique l'augmentation d'utilité procurée par la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Alors, une autre caractéristique, c'est la comparabilité. Tout individu est capable d'établir une hiérarchie dans l'intensité de ses besoins et d'établir donc des priorités. Passons maintenant à la notion de bien. Pour cette notion, on peut dire que la satisfaction des besoins est obtenue à partir des biens. Un bien peut être un objet matériel ou immatériel, bien sûr un service. Un bien est dit économique s'il répond aux trois caractéristiques suivantes. La première est liée à l'utilité ou l'aptitude à satisfaire un besoin. Cette caractéristique est relative. Elle dépend du temps et de l'espace. Au titre d'exemple, le pétrole n'était pas un bien économique avant l'invention du moteur à explosion. La deuxième, c'est la disponibilité. Il s'agit de la possibilité de se procurer de ce bien en tout temps. Et enfin, on a la rareté. On peut dire dans ce cas qu'un bien qui est disponible en quantité illimitée n'est pas un bien économique. L'air, par exemple, n'est pas un bien économique puisque bien qu'il satisfasse un besoin essentiel, celui de respirer, il n'est pas rare. C'est un bien libre. Alors, passons maintenant à la deuxième opération qui décrivent l'origine des ressources et l'utilisation, les emplois des biens et des services pendant une année. Alors, on peut dire donc que consommer consiste pour un ménage à dépenser son argent pour acheter des biens. Destinée alors à satisfaire la plupart des besoins, la consommation représente la production et la répartition d'une des principales opérations économiques. Mais la consommation correspond aussi à un phénomène social. La consommation est donc une opération économique consistant dans l'utilisation immédiate de biens ou de services qui seront détruits dans ce processus. De ce fait, on peut dire que la consommation caractérise l'acte d'un agent économique qui est le consommateur et qui détruit, c'est-à-dire la consommation finale, ou transforme consommation intermédiaire. Dans ce cadre, on peut dire que si un besoin ou un service permet de satisfaire directement un besoin, il s'agit ici d'une consommation finale. S'il est en revanche utilisé indirectement pour produire un autre bien, en disparaissant dans le processus de production énergie par exemple, ou en étant incorporé dans d'autres produits tels que les matières premières, produits semi-finis, etc. Il s'agit ici d'une consommation intermédiaire. Alors, au titre d'exemple, on peut dire que lorsqu'un ménage achète des pneumatiques pour sa voiture, c'est une consommation finale. Mais l'entreprise automobile qui achète des pneumatiques pour équiper ses véhicules réalise une consommation intermédiaire. Dans une entreprise, tous les achats, à l'exception des investissements, sont donc des consommations intermédiaires. Et la question qui se pose dès lors c'est comment produire, c'est-à-dire comment les biens doivent-ils être produits, avec quelles ressources et selon quelles techniques. Cette question du comment produire provient du fait que la rareté des ressources oblige à faire des choix qui procurent un maximum de satisfaction pour un minimum de coût. De ce fait, on doit se focaliser alors sur les ressources qu'on doit employer. Alors, bien sûr, pour satisfaire l'ensemble des besoins, l'homme dispose de 3 types de ressources qui sont fournies par la nature, par l'homme et par le capital physique. Ces ressources utilisées dans l'acte de production sont appelées les facteurs de production. Alors, le premier facteur est lié aux ressources naturelles qui proviennent notamment de la terre,
bien sûr, la terre, on parle de la fertilité, sa fertilité, les minerais, l'énergie, etc. Deuxième élément, c'est le ciel, le climat, l'énergie solaire, et ainsi de suite. Et le troisième élément, c'est la mer, qui est liée à la pêche, tourisme, etc. Et certaines de ces ressources sont éternelles, alors que d'autres dont le délai de renouvellement est si long par rapport à la vie humaine que l'on doit parler de ressources non renouvelables ou non reproductibles, ce qui pose le problème de la recherche de substituts. Alors, deuxième facteur est lié aux ressources humaines qui portent sur 3 niveaux. Le premier niveau est lié au nombre, c'est-à-dire le mouvement migratoire, pyramide des âges, régulation des naissances, etc. Le deuxième, c'est de la santé, c'est-à-dire l'espérance de vie, nutrition et ainsi de suite. Et enfin, le dernier niveau, c'est de la qualité, c'est-à-dire état des connaissances, formation professionnelle, maîtrise de la technologie et ainsi de suite. Et la dernière question qui se pose concernant l'ensemble des relations des biens et des services, c'est pour qui produire. Cette question relève le problème de la répartition de la richesse entre les membres de la société. Alors, on dessine par opération de répartition les opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques, c'est-à-dire l'État et les collectivités territoriales, et d'autres opérations impliquant la redistribution du revenu et de la richesse. De surcroît, on peut dire que dans une économie, l'activité productive des entreprises et des administrations donne naissance à des biens et des services, mais dans le même temps, elle permet la distribution de revenus aux agents économiques qui ont participé à la production. Si l'on raisonne globalement, pour l'ensemble de l'économie, on observe que la création de richesses nouvelles, telle qu'elle est mesurée annuellement par le PIB, conduit à une distribution de revenus. Ainsi, les revenus distribués dans l'économie sont tout issus de l'activité productive et le revenu national se calcule à partir du PIB. Ainsi, le revenu national représente l'ensemble des revenus issus de la production des agents économiques, mais l'ensemble du PIB ne constitue pas un revenu pour les facteurs de production. En effet, une partie de la production n'est pas mise en vente et donc n'entraîne pas de revenus pour les agents, car elle est conservée dans les entreprises pour renouveler les machines, le capital, c'est-à-dire l'amortissement. Ainsi, une autre partie de la production est exclue du calcul du revenu national et considérée par les impôts liés à la production. Ceux-ci ne sont pas en effet les rémunérations pour les agents économiques qui ont participé à la production. Finalement, le PIB ne concerne que la production des agents économiques résidant au Maroc, alors que le revenu national, par exemple, correspond à la production permise par les facteurs de production fournis par les résidents. De ce fait, on peut dire que la répartition concerne le revenu national et se situe à la fonction de la production et de l'emploi de cette production. Elle relève de la macroéconomie et en est même l'objet principal. Alors, pour simplifier, nous produisons le schéma suivant. Et on peut dire que dans les sociétés industrielles modernes, la répartition du revenu s'opère en 2 temps. Le premier est lié à la répartition primaire, dit encore répartition fonctionnelle, qui s'effectue par référence aux modalités de participation au processus de production. Elle concerne notamment les salaires et traitements, et ainsi le revenu de la propriété et de l'entreprise, c'est-à-dire les intérêts, loyers, fermage, etc. Alors, dans le deuxième temps, on a la répartition secondaire. Cette répartition constitue une redistribution de revenus. Elle corrige la répartition primaire. Elle prend la forme de prestations, aides et assistance sociale. Toutefois, il importe de préciser que la répartition, notamment des revenus, est sous-jacente à plusieurs critères de répartition et en fonction des catégories socio-professionnelles distinctes. La répartition de produits ou du revenu suit la participation
des agents économiques dans la formation de la production. À une échelle réduite, si par exemple un individu n'a de ressources que sa force de travail et que sa qualification ne lui permet d'obtenir qu'un salaire de 10 dirhams pour une heure de travail, et s'il est employé pendant 2000 heures par an, son revenu annuel est de 20 000 dirhams. Et le problème de la répartition des richesses créées, comme celui de leur obtention, n'a pas eu la même solution partout dans le monde. Et enfin, on doit présenter l'ensemble des formes de la répartition. Alors, la première forme qui est liée au bénéfice, appelé l'excédent brut d'exploitation. Il s'agit d'un solde du compte d'exploitation pour les sociétés. Il est égal à la valeur ajoutée diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. Pour les entreprises individuelles, le solde du compte d'exploitation est le revenu mixte. L'excédent d'exploitation peut être calculé net si l'on retranche la consommation de capital fixe. La deuxième forme, il s'agit des salaires et traitements en espèces. Elle inclut les cotisations sociales, impôts sur le revenu, etc. à la charge du salarié, même si l'employeur les retient à la source et les verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres. La troisième forme, les salaires et traitements en nature. Ils correspondent notamment aux biens et services ou autres avantages fournis gratuitement ou après réduits par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage. La quatrième forme est liée aux cotisations sociales à la charge des employeurs. Elles sont supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés. Elles doivent être comptabilisées dans la rémunération des salariés. Et la cinquième forme, il s'agit des subventions d'exploitation. Ce sont les transferts courants versés par les administrations aux unités productrices dans le but d'abaisser le prix de leurs produits et ou de permettre une rémunération suffisante des facteurs de production. La sixième forme est liée aux impôts liés à la production et à l'importation, que ce sont des versements obligatoires sans contrepartie en espèces ou en nature prélevés par les administrations publiques. Ils comprennent la TVA, grevant les produits, les autres impôts liés à la production. Cette catégorie peu homogène comprend par exemple la taxe d'apprentissage, taxe sur les produits pétroliers, etc. Et finalement, on a les transferts courants qui sont des éléments du patrimoine qui circulent également. Ce sont les opérations de répartition du patrimoine, sont les transferts qui influent directement sur le niveau des investissements ou sur la fortune du bénéfice.